Mon frère m'a brisé le poignet et n'a jamais cessé de me faire mal. Mais pour mes parents, il fallait que je devienne plus dur. Jusqu'au jour où un simple résultat d'examen a fait voler en éclats l'image de leur fils adoré. Enfant, je jouais au foot chaque week-end avec Tyler, mon grand frère, dans le parc du quartier. J'avais 14 ans, lui 17, et nos parents étaient ravis de nous voir partager ces moments. Ils venaient s'installer sur leur chaise pliante, nous encourageaient en plein entraînement, riaient de nos défis. Tyler était plus costaud et évidemment, il gagnait presque toujours. Mais on s'amusait, du moins jusqu'à mon année de première, quand il a complètement changé d'attitude et s'est mis à être extrêmement agressif. Un jour, il m'a fait un croche-pied exprès. J'ai cru au début que c'était juste un accident. Je me suis retrouvé au sol, le genou à vif, tandis que ma mère accourait avec ses pansements et que mon père me disait « Allez, relève-toi, ça va passer ». Tyler prétendait qu'il visait le ballon et que j'étais dans ses pieds. Le samedi suivant, il m'a carrément projeté contre le but avec son épaule. J'ai eu la tête qui tournait. J'ai vu des étoiles. Pour mes parents, c'est comme ça entre garçons. Et si je voulais tenir tête à un frère plus âgé, je devais apprendre à encaisser. Tyler, lui, ne s'est même pas excusé. C'est devenu la règle, chaque match empirait. Il me taclait sans raison, même hors jeu, me distribuait des coups de coude lors des duels de la tête, marchait volontairement sur mes chevilles pendant les exercices. Je rentrais au collège couvert de bleu, sur les bras et les jambes, au point que mon prof de sport a fini par me demander si tout allait bien à la maison. J'ai répondu qu'on faisait juste du foot en mode très compétitif. Il m'a dit de rester vigilant. Mes parents voyant bien les traces, mais leur unique réaction a été de m'acheter des protèges tibia, expliquant que Tyler me préparait pour les vrais matchs. Pour eux, plus tard, je leur serais reconnaissant de ne pas m'avoir trop couvé. Tyler adorait qu'ils prennent toujours sa défense et commençait à me traiter de fragile devant eux, ce qui les faisait bien rire. Un samedi, il a envoyé le ballon en pleine figure, à moins de 5 mètres. Je me suis retrouvé par terre, le nez en sang. Ma mère s'est précipitée pour me pencher la tête en arrière, mouchoir sous le nez, pendant que Tyler glissait à notre père que je devrais mieux apprendre à parer. Mon père a acquiescé. Les réflexes, ça compte. Ce soir-là, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus jouer avec Tyler. Eux m'ont reproché de râler pour rien, estimant que Tyler était juste à fond dans le jeu. Ma mère a insisté. « Si tu arrêtes maintenant, tu le regretteras plus tard. » Mon père surenchérit. « Tyler ne te respectera pas si tu n'acceptes pas un peu d'engagement physique. » J'ai donc continué, mais sans chercher à gagner, juste en évitant de me faire mal. Tyler l'a vite remarqué et est devenu encore plus violent. Dès que les parents avaient le dos tourné, il me taclait, puis me relevait vite fait pour ne pas se faire prendre. Il donnait des coups de coude lors des corners, sous prétexte que c'était involontaire. Le pire, c'était son regard juste avant de me faire mal. On voyait qu'il prenait son pied. 3 semaines avant les sélections de foot, Tyler a complètement craqué pendant l'entraînement. Pour une fois, j'avais réussi à le dépasser avec le ballon et j'allais tirer au but quand il est arrivé derrière moi et m'a littéralement balayé en me donnant un vrai coup sur les genoux. Pas un simple tacle, un vrai choc. Je me suis écroulé la tête la première et j'ai tout de suite senti mon poignet craquer. Tyler s'est penché sur moi et a lâché « Tu n'avais qu'à faire la passe » au lieu de faire le malin. Mes parents ont finalement accepté de m'emmener aux urgences en voyant mon poignet enflé à vue d'œil. Le médecin a diagnostiqué une entorse et a voulu savoir ce qui était arrivé. Ma mère a expliqué que c'était juste un accident de foot. Il a regardé tous mes bleus et anciennes égratignures, puis a demandé si j'avais souvent des « accidents de foot » ces derniers temps. Mon père a rigolé. « Ce sont des garçons, c'est normal. » Mais le médecin, lui, n'a pas souri. Il a expliqué qu'il préférait faire quelques contrôles pour s'assurer que tout guérissait bien. Mes parents ont trouvé qu'il en faisait un peu trop, mais ils ont fini par accepter. Pendant qu'on attendait les radios, il est revenu en disant qu'il voulait aussi examiner Tyler, par précaution puisqu'on s'entraînait toujours ensemble. Mes parents n'ont pas compris, mais pour la première fois, Tyler avait l'air anxieux. Le médecin a remarqué que Tyler semblait essoufflé et transpirait beaucoup, alors qu'on attendait là depuis plus d'1 heure. Ma mère a affirmé que Tyler était un vrai sportif, sûrement qu'il avait juste chaud. Mais le médecin a insisté pour qu'on fasse une prise de sang à tous les deux, afin de vérifier s'il n'y avait pas un souci qui allait freiner la guérison ou expliquer une telle agressivité. Tyler a tenté d'esquiver, mais notre père l'a obligé à rester. 1 semaine plus tard, l'hôpital nous rappelle. Le médecin nous réunit pour annoncer que le taux d'hormones de Tyler, en particulier la testostérone, était excessivement élevé, largement au-dessus de la normale, ce qui correspond typiquement à une consommation de stéroïdes. Tyler devient blême, recule sa chaise brusquement, cherche presque à s'enfuir. Le médecin se place devant la porte, sans contact, les mains levées. Il explique que le niveau de testostérone est dangereux, qu'il faut tout de suite faire des examens complémentaires pour vérifier s'il y a des atteintes d'organes internes. Mes parents se regardent, à la fois désemparés et furieux, visiblement dépassés. Ma mère veut protester, mais le médecin garde ce ton grave qui impose le silence.
Il insiste sur le fait que la prise de stéroïdes à l'adolescence peut avoir des effets irréversibles et qu'il faut faire de nouveaux examens sanguins sur le champ. Une infirmière arrive, dépose une pile de formulaires devant mon père, qui reste là, paralysé, le stylo suspendu dans le vide. Le médecin attend calmement devant la porte, jusqu'à ce que, la main tremblante, mon père commence enfin à remplir les papiers. Tyler se rassied, la tête enfouie dans les mains, pendant que l'infirmière termine de lui poser le garrot pour la prise de sang. Le médecin a tiré un tabouret et s'est installé face à nous, les mains jointes, prêt à aborder un sujet sérieux. Il a commencé à détailler l'impact des stéroïdes anabolisants sur le corps et l'esprit des adolescents, employant des termes inquiétants comme agressivité accrue, violente saute d'humeur ou changement de comportement. Ma mère, bouleversée, secouait la tête en répétant que Tyler n'aurait jamais touché à ces substances. C'est un bon garçon, il travaille dur, mais je ne fixais ni elle ni le médecin. J'observais Tyler, dont le visage rougissait à vue d'œil à mesure que le médecin évoquait des symptômes qui collaient parfaitement à ses changements de comportement récents. Crise de colère, perte de contrôle à l'entraînement, même de la méchanceté en dehors du terrain. Sa jambe tremblait nerveusement et il fixait le sol comme s'il voulait s'y enfouir. Le médecin s'est alors adressé directement à lui. « Tu te reconnais dans ce que je décris ?» Tyler a juste hoché la tête, sans oser lever les yeux. Mon père, la voix lourde de reproches, a demandé ce que le médecin conseillait. Ce dernier a simplement répondu que les analyses de sang étaient sans appel. Les taux d'hormones révélaient une prise de stéroïdes sur plusieurs mois. Un silence pesant a envahi la pièce, seulement troublé par les sanglots étouffés de ma mère. Tyler a fini par relever la tête, cherchant le regard de nos parents, complètement désemparés. Il a admis que tout avait commencé au printemps dernier, quand les recruteurs universitaires ont commencé à surveiller les joueurs de la région. Sa voix s'est brisée, au bord des larmes. Il a ajouté que dans l'équipe première, tout le monde connaissait des gars qui prenaient des produits et qu'il avait ressenti la pression de faire la différence pour espérer décrocher une bourse. Il a lancé un regard à notre père. On n'aurait jamais pu payer la fac sans aide. Le visage de mon père s'est durci d'un coup, passant de la confusion à la colère noire. Il s'est levé d'un bond, au point de faire racler sa chaise sur le carrelage, puis s'est mis à hurler que Tyler venait de tout gâcher, son avenir compris. Il exigeait de savoir où il s'était procuré ces substances illicites, sa voix montant dans les aigus à chaque mot. Tyler, hors de lui a renvoyé qu'il n'arrêtait pas de lui mettre la pression pour obtenir une bourse depuis la seconde. Ils se sont retrouvés tous les deux debout, face à face, prêts à exploser dans cette minuscule salle d'examen. Tyler a alors vidé son sac. Toute la famille comptait sur lui pour décrocher une place gratuite à l'université et leur père lui rappelait chaque jour à quel point tout reposait sur ses épaules avec sa carrière de footballeur. Ma mère a tenté d'intervenir, mais ses paroles se sont noyées dans leurs cris. Le médecin s'est levé à son tour, élevant la voix juste ce qu'il fallait pour mettre fin à l'engueulade. Il a déclaré d'un ton catégorique qu'il fallait cesser immédiatement de s'accuser et écouter ce qu'il avait à dire, car la situation était grave. Il a insisté. Tyler devait arrêter les stéroïdes tout de suite, mais sous contrôle médical, car stopper net pouvait être dangereux. Sans perdre de temps, il a sorti son téléphone et a pris devant nous des rendez-vous chez un endocrinologue pour un suivi régulier. Il a été clair, ce n'était pas discutable. Tyler serait suivi chaque semaine jusqu'à ce que ses taux hormonaux se stabilisent. Puis il s'est tourné vers mes parents pour leur dire qu'il était temps d'aborder la question de mes blessures. J'ai tout de suite senti la tension m'envahir. C'était enfin l'occasion de dire la vérité. Pour la première fois depuis notre arrivée à l'hôpital, j'ai pris la parole, la voix tremblante au point d'avoir du mal à prononcer chaque mot. J'ai raconté au médecin tous les coups, croche-pieds et tacles volontaires subis cette année. Mes parents ont tenté de minimiser, affirmant que j'exagérais ou que je devais me tromper, mais le médecin leur a coupé la parole et a exigé que je puisse m'expliquer jusqu'au bout. J'ai alors poursuivi, expliquant comment Tyler me blessait dès qu'il ne regardait un pas, puis faisait mine de m'aider à me relever à leur retour. J'ai évoqué les coudes dans les coins, les contacts accidentels et ce regard chez Tyler avant chaque geste, comme s'il anticipait tout. Le médecin m'a laissé parler sans m'interrompre, hochant la tête tout en notant chaque détail sur sa tablette. À la fin, il a demandé à voir mes bleus, alors j'ai retroussé les manches et les jambes de mon pantalon, dévoilant des marques à différents stades de guérison. Il a pris quelques photos pour le dossier médical, et j'ai vu ma mère pousser un cri de surprise, réalisant l'ampleur des traces. Le médecin m'a alors demandé franchement si je m'étais déjà senti en danger chez moi, et j'ai admis que je redoutais chaque week-end à cause des entraînements. J'ai expliqué que Tyler trouvait toujours un moyen de me blesser quand nos parents encourageaient depuis leur chaise pliante. Ma mère, bouleversée, s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle ne s'était jamais doutée que c'était intentionnel, qu'elle croyait vraiment à une simple rivalité entre frères, que les garçons sont physiques en jouant. Mon père, lui, est resté tétanisé, bras croisés,
la mâchoire contractée au point que ses muscles saillaient sous la peau. Impossible de savoir s'il était en colère contre Tyler ou contre moi d'avoir tout raconté. Le médecin a fermé sa tablette avant de regarder mes parents droit dans les yeux, leur expliquant que ma foulure au poignet aurait pu être bien plus grave et que j'avais évité de justesse une fracture. Il a ajouté que les chocs répétés à la tête, comme celui contre le poteau, présentaient des risques importants de commotion. Puis il leur a expliqué qu'il avait l'obligation légale de signaler la situation à l'aide sociale à l'enfance. Ma mère a demandé pourquoi il fallait en arriver là, arguant que tout cela n'était que des accidents de sport. Mais le médecin a été formel. Il s'agissait bel et bien de maltraitance, même si les faits s'étaient produits sur un terrain. Le visage de mon père s'est décomposé et il a voulu savoir ce que tout cela voulait dire pour nous. Le médecin a expliqué que l'ASE prendrait contact afin d'organiser des entretiens dans les prochains jours. L'infirmière est revenue à ce moment-là, apportant les documents pour les rendez-vous de Tyler, ainsi qu'une ordonnance pour l'aider à gérer le sevrage. Nous sommes tous sortis sur le parking. Personne n'a trouvé quoi dire. Et le retour à la maison s'est fait dans un silence pesant, seulement rythmé par les reniflements de ma mère assise à l'avant. Tyler fixait obstinément la rue derrière la vitre, pendant que je gardais mon poignet bandé bien serré sur mes genoux pour éviter de l'accrocher. Mon père, lui, a grippé le volant si fort que ses jointures en devenaient blanches, et tout le trajet, je n'ai pu que fixer ses mains, incapable de croiser le regard de qui que ce soit, tétanisé par la peur. Une fois à la maison, Tyler a filé droit dans sa chambre sans même nous adresser un regard, et j'ai entendu sa porte claquer violemment, au point de faire vibrer le mur. Mes parents sont restés un moment à se parler à voix basse dans la cuisine, pendant que je buvais un verre d'eau avant d'aller m'enfermer dans ma chambre. Je me suis laissé tomber sur mon lit, les yeux perdus vers le plafond, le poignet serré contre moi. Vers 10 heures, j'ai entendu la porte de leur chambre se fermer, puis leur voix qui montait peu après. C'est la voix de mon père qui a percé la cloison la première. Il reprochait à ma mère d'avoir toujours trouvé des excuses à Tyler, de ne jamais lui avoir appris à se contrôler. Ma mère, piquée au vif, répliquait que c'était lui qui avait mis une pression dingue sur Tyler avec les histoires de bourse et qui ramenait toujours tout au foot. Le ton est monté, redescendu. Ils se sont envoyés leurs griefs à la figure pendant au moins 21 minutes, suffisamment fort pour que je finisse par me plaquer l'oreiller sur la tête, sans pour autant réussir à étouffer leurs reproches, tous centrés sur Tyler. Le lendemain matin, mon père a frappé à la porte de Tyler à 7 heures. « Allez, lève-toi et descends !» J'ai entendu ses pas traîner dans le couloir, puis je les ai suivis jusqu'à la cuisine, où mon père l'attendait, bras croisés. Il lui a tendu la main sans ciller. « Donne-moi ton téléphone maintenant !» Tyler a essayé de protester sous prétexte qu'il en avait besoin pour le groupe de l'équipe, mais le visage de mon père a viré au rouge quand il a balancé « Tu ne seras plus dans l'équipe bien longtemps une fois que le lycée sera au courant pour les stéroïdes. » Tyler a fini par lui remettre son téléphone et mon père a tranché « Tu es consigné à la maison jusqu'à nouvel ordre. » Ça veut dire pas de sortie, pas d'amis, juste école et maison. Ma mère est apparue sur le pas de la porte, puis elle s'est mise à préparer des crêpes, sans mot dire. Elle fait toujours ça quand elle ne sait plus quoi faire. Elle s'affaire en cuisine, comme si ça pouvait arranger quoi que ce soit. L'odeur du beurre et de la pâte a envahi la cuisine, mais personne n'avait faim. J'ai versé quelques céréales dans mon bol, que j'ai remué du bout de la cuillère, pendant que Tyler, en face, avait le regard perdu dans le vide. Ma mère a posé une pile de crêpes au milieu de la table, mais personne n'y a touché. Elle n'arrêtait pas de me jeter des petits coups d'œil partagés entre la gêne et la culpabilité. Finalement, elle a dit « Je suis désolée de ne pas t'avoir cru quand tu disais que Tyler était trop violent à l'entraînement. » Pourtant, j'entendais dans sa voix qu'elle s'excusait plus par obligation que par réelle conviction. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à avaler mes céréales une à une. Le lundi matin est arrivé et mon père n'est pas parti travailler. Je me préparais pour l'école et en descendant, je l'ai trouvé à la table de la cuisine avec une tasse de café et son téléphone à la main. Il m'a simplement dit « Va chercher ton sac à dos » et j'ai tout de suite compris qu'il attendait que je parte pour appeler. Au lieu de sortir, j'ai pris mon sac et je me suis assis sur les marches, d'où je pouvais entendre ce qui se passait dans la cuisine. J'ai écouté mon père composer le numéro du lycée et demander à parler au directeur sportif, la voix tendue et mal à l'aise quand il a expliqué que Tyler avait des taux d'hormones anormalement élevés, compatibles avec la prise de stéroïdes, et qu'il préférait prévenir la direction avant que la rumeur ne circule. J'ai entendu qu'on lui demandait depuis quand ils étaient au courant, et le nom du médecin qui avait fait passer les tests. Chaque mot qu'il prononçait transpirait la honte. L'après-midi, l'école a appelé pour demander à Tyler de venir à un rendez-vous avec le directeur sportif, le proviseur et l'entraîneur principal à 15 heures. Mon père a quitté le travail plus tôt pour aller le chercher à la sortie des classes et ils sont partis ensemble. À peine la porte refermée derrière eux, ma mère s'est mise à tourner en rond dans la cuisine, à nettoyer l'inutile, à ranger le bazar, à plier et replier des torchons, nerveuse.
J'essayais d'avancer sur mes devoirs, mais je la voyais s'agiter de tâche en tâche sans jamais trouver de répit pendant presque 2 heures. Quand ils sont enfin rentrés, Tyler a filé à l'étage sans un regard et a claqué la porte tellement fort qu'un cadre a failli tomber. Mon père est venu dans la cuisine annoncer à ma mère « Tyler est suspendu de l'équipe de foot le temps de l'enquête ». Il a ajouté que l'école envisageait carrément de l'exclure de tous les sports, vu leur politique zéro tolérance sur le dopage. Les stéroïdes, c'est considéré comme dopant, même s'il ne s'est pas fait attraper la main dans le sac au lycée. Ma mère s'est pris la tête entre les mains et s'est effondrée sur une chaise. Ce soir-là, mes parents nous ont réunis, Tyler et moi, au salon pour une discussion de famille. Chacun s'est assis à l'écart des autres, palpable malaise. Mon père a commencé. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Sans attendre, il a enchaîné sur le futur de Tyler, sur les conséquences de sa suspension, sur les bourses qui risquaient de lui passer sous le nez, sur le fait qu'il pourrait en garder des séquelles toute sa vie. J'ai tenu à peine 3 minutes avant de craquer. Je l'ai coupé. Est-ce que quelqu'un va finir par parler du fait que Tyler m'a blessé volontairement pendant des mois, alors que vous ne me demandiez que d'être plus fort ? Ma mère a répondu « On en parlera, mais d'abord il faut régler la situation de Tyler ». Là, c'était évident que, malgré tout, ma souffrance passait au second plan et que c'était encore l'avenir de Tyler qui comptait plus. Je me suis levé et j'ai lâché. J'en ai marre d'être invisible. Il a fallu l'avis d'un médecin pour que vous me preniez enfin au sérieux. Mais il est hors de question que je reste là à regarder pendant que vous tentez de sauver la face de Tyler. Mon père s'est alors durci. Assieds-toi et montre un peu de respect. Au lieu de lui obéir, je suis monté direct dans ma chambre. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis enfermé, assis sur le lit, le dos contre le mur. À travers la cloison qui séparait ma chambre de celle de Tyler, je l'entendais déjà sangloter. Sa voix était étouffée, mais je le surprenais à avouer à nos parents qu'il subissait une pression énorme, qu'il devait être irréprochable et obtenir une bourse coûte que coûte. Il disait avoir cru que les stéroïdes étaient sa seule porte de sortie, tellement l'angoisse de les décevoir l'avait pris à la gorge. Ma mère tentait de le calmer tout doucement. Mon père, lui, a fini par demander « Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ?» J'étais là, le cœur prêt à exploser, à écouter cette scène en repensant à tous les mois où j'avais supplié pour qu'on m'écoute à propos de ce que Tyler me faisait, sans jamais être entendu. Le lendemain, à peine arrivé au lycée, j'ai senti tous les regards braqués sur moi. Apparemment, la suspension de Tyler avait déjà fait le tour, et même des élèves que je connaissais à peine venaient de me demander ce qui s'était passé. À chaque fois, je répondais la même chose. Il a eu des problèmes, il ne jouera plus au foot. Visiblement, ça ne suffisait à personne. Mais il n'était pas question de raconter quoi que ce soit sur les stéroïdes, l'hôpital ou le reste. Dès la 3e heure, les rumeurs devenaient complètement dingues. Certains disaient que Tyler s'était fait arrêter, d'autres qu'il avait été exclu ou qu'on l'avait surpris en train de se droguer dans l'établissement. Rien n'était totalement vrai, mais rien n'était complètement faux non plus. Entre 2 cours, je passais récupérer des bouquins à mon casier quand un gars de l'équipe de Tyler s'est approché. Un milieu de terrain qui était déjà venu à la maison avec le reste du groupe. Il s'est planté juste devant moi, l'air sombre. « C'est toi qui as fait virer Tyler ?» Il avait parlé assez fort pour rameuter tout le monde autour. J'étais prêt à répondre. Mais notre prof de sport est arrivé à ce moment-là et s'est interposé. Direction le bureau du principal. Le gars a protesté. Je voulais juste savoir pourquoi mon coéquipier s'est fait jeter. Mais le prof est resté ferme et lui a indiqué la sortie du couloir. Et le type a fini par obéir. Ensuite, mon prof s'est tourné vers moi. « Ça va ?» J'ai hoché la tête et il m'a dit « Si jamais tu veux voir la conseillère, surtout n'hésite pas. » Je n'y avais pas vraiment pensé, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a donné envie de tenter. C'est comme ça que je me suis retrouvé au bureau de la conseillère pendant la pause de midi. C'était une femme d'une 40aine d'années, cheveux grisonnants, visage doux, et elle était déjà au courant du signalement de l'hôpital. Elle m'a demandé « Comment tu vis tout ça ?» J'étais assis en face d'elle, sans trop savoir quoi répondre, puis j'ai fini par lâcher. Je suis en colère parce que j'ai l'impression que mes parents se préoccupent bien plus de l'avenir de Tyler que de ce qu'il m'a fait à moi. Elle m'a simplement écouté, sans m'interrompre, notant parfois quelques mots. Elle a continué. « Tu te sens en sécurité à la maison maintenant ?» J'ai dit que oui, puisque Tyler ne m'avait plus touché depuis l'incident à l'hôpital. Elle a trouvé ça rassurant, mais a ajouté que le fait qu'il ait fallu en arriver là pour que ça s'arrête, c'était quand même inquiétant. On a discuté une 20aine de minutes et elle m'a assuré que je pouvais revenir la voir quand je le voulais. Cette semaine-là, une assistante sociale de la protection de l'enfance a débarqué chez nous, un jeudi après-midi. Elle paraissait plus jeune que ce à quoi je m'attendais, la trentaine tout au plus, tailleur impeccable, pochette en cuir à la main. Quand ma mère a ouvert, elle a pâli en entendant la femme se présenter. L'assistante sociale a expliqué qu'elle devait interroger tout le monde séparément et qu'elle voulait commencer par moi. On s'est installé au salon.
pendant que mes parents et Tyler attendaient ailleurs. Elle m'a posé des questions très précises sur mes blessures, depuis combien de temps ça durait. Elle voulait des exemples concrets, des dates, tout ce qui me revenait. Puis elle m'a demandé si j'avais déjà eu peur de Tyler. J'ai répondu que oui, j'avais toujours craint de me retrouver seul avec lui. J'ai précisé que je n'avais jamais pensé que mes parents me croiraient si je leur disais que ce n'était pas des accidents, puisque jamais ils ne m'avaient pris au sérieux. Elle a tout consigné et m'a demandé si Tyler m'avait déjà menacé directement. Non, jamais, mais il n'en avait pas besoin. Ses coups parlaient d'eux-mêmes. Après environ une demi-heure, elle m'a remercié et a fait venir Tyler. Je suis remonté dans ma chambre, mais j'entendais les voix à travers le plancher. Son entretien a duré beaucoup plus longtemps, 3/4 d'heure peut-être. En collant l'oreille vers la grille de chauffage, j'ai attrapé quelques phrases. Je l'entendais avouer, la voix tremblante, qu'il m'avait blessé volontairement, parce qu'il était en colère et reportait sa frustration sur moi. Il a reconnu que les stéroïdes le rendaient plus agressif, qu'il savait que ce qu'il faisait était grave, mais qu'il le faisait quand même. L'entendre avouer tout ça, enfin, devant quelqu'un d'officiel, ça m'a coupé le souffle. Après Tyler, les parents ont été interrogés ensemble. Ça a duré bien plus d'1 heure. Moi, je suis resté enfermé à essayer de me concentrer sur mes devoirs sans penser à ce qui se disait en bas. Finalement, l'assistante sociale a rappelé tout le monde au salon. Elle a expliqué qu'elle ne retirerait personne du foyer et j'ai vu les épaules de ma mère s'affaisser de soulagement. Mais ce n'était pas fini. Elle a annoncé que la famille devrait obligatoirement suivre une thérapie en raison d'une dynamique qui permettait à la violence de continuer. Elle a parlé de favoritisme, d'un manque d'écoute envers mes alertes et a été catégorique sur la nécessité d'un accompagnement professionnel. Mon père a réagi tout de suite, disant que la thérapie obligatoire, c'était trop, que c'était une histoire de famille à régler entre nous, pas avec des inconnus. L'assistante sociale n'a pas changé de ton, ce n'était pas négociable. Elle a précisé qu'en cas de refus, le dossier serait transmis. Et là, mes parents risquaient beaucoup plus grave. Le visage de mon père a viré au rouge, mais il a fini par céder pour les séances familiales chaque semaine. L'assistante sociale a donné à ma mère une liste de thérapeutes agréés, puis elle est repartie. Ce samedi-là, je rangeais le garage parce que ma mère m'avait demandé de mettre un peu d'ordre dans tout le matériel de sport. J'ai sorti de vieux ballons de foot, des cônes, déplacé des sacs oubliés depuis des années. Tout au fond, derrière les affaires de camping, je suis tombé sur l'ancien sac de foot de Tyler, celui en toile noire à la sangle déchirée qu'il n'utilisait plus depuis l'an dernier. Je l'ai ouvert en pensant trouver des crampons ou des protèges tibia, mais à la place je suis tombé sur des flacons de comprimés et des petites boîtes pleines de seringues. J'ai eu un haut le cœur en comprenant que c'était la planque de stéroïdes de Tyler. Il y avait au moins 6 boîtes différentes, avec des étiquettes presque effacées, et une boîte de seringues encore sous plastique. La nausée m'a pris rien qu'à imaginer depuis combien de temps il prenait tout ça, en pensant qu'il était déjà sous stéroïdes le jour où il m'a cassé le poignet. J'ai pris le sac et je l'ai ramené à la maison. Mes parents étaient dans la cuisine. Je suis allé directement à la table et j'ai tout balancé devant eux. Les pilules ont roulé partout. Les seringues se sont retrouvées au bord de la table. Ma mère a étouffé un cri, la main sur la bouche. Mon père, de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il découvrait jusqu'où son fils avait pu aller, n'a pas bougé, sidéré. Je les ai regardés tous les deux et j'ai lancé « Voilà ce que vous avez préféré ignorer en me répétant de me montrer plus fort ». Ma mère s'est effondrée en larmes. Mon père s'est levé d'un coup si brusque que la chaise a raclé le carrelage. Il a crié « Tyler, viens ici tout de suite !» Tyler a passé la tête par la porte et s'est figé en voyant tout étalé sur la table. Mon père a voulu savoir d'où venait tout ça et depuis combien de temps il consommait. Tyler a avoué qu'il avait commandé tout ça sur Internet, sur un vieux site louche, avec l'argent de son anniversaire et de ses petits boulots à l'épicerie. Il a ajouté qu'il avait dépensé plus de 300 $ en cachets et en flacons de testostérone injectable depuis 6 mois. Mon père a demandé pourquoi il avait fait un truc aussi dangereux et aussi cher. Tyler a expliqué qu'il avait eu l'impression de devoir toujours se dépasser, de devenir plus fort et plus grand pour attirer l'attention des recruteurs, et que c'était, pour lui, la seule façon de rivaliser, puisque d'autres en prenaient déjà. Le rendez-vous chez l'endocrinologue a eu lieu 3 jours plus tard dans un cabinet du centre-ville. On a attendu, tous tendus, que Tyler remplisse encore un questionnaire sur les stéroïdes. Le médecin l'a reçu, puis Tyler est passé par la case prise de sang et d'urine. L'endocrinologue, un homme aux cheveux gris qui avait dû voir défiler pas mal d'histoires se compliquer, a feuilleté son dossier avant de parler. Il nous a expliqué que les stéroïdes avaient bloqué la production naturelle de testostérone de Tyler.
Son corps avait cessé de fabriquer ses propres hormones à cause de l'apport artificiel. Tyler allait devoir être surveillé pendant des mois, peut-être plus, pour voir si tout redevenait normal. Le médecin a averti que certains dégâts pouvaient être irréversibles. Baisse de fertilité à l'âge adulte, traitements hormonaux possibles, fragilité osseuse, et la liste s'allongeait, le visage de Tyler se décomposant à chaque nouveau risque. Ma mère, en larmes, demandait encore et encore s'il n'existait rien pour accélérer la récupération. Mais le médecin lui répondait inlassablement que non, que le corps de Tyler avait juste besoin de temps et qu'il n'y avait aucune certitude quant à son rétablissement complet. Tyler s'est effondré en larmes, littéralement dans le cabinet. Ce n'étaient même plus des sanglots, mais des pleurs incontrôlables à l'idée d'avoir fichu sa santé et son avenir en l'air pour rien. Ma mère s'est précipitée pour le consoler, lui passant le bras autour des épaules et répétant que tout finirait par s'arranger. Le médecin a levé la main et a dit « Tyler doit prendre conscience de la gravité de ses actes ». Il l'a fixé droit dans les yeux. Pour espérer guérir, il faudra bien accepter ce qu'il a fait. Ma mère s'est écartée, complètement désemparée. Le médecin a mis en place un suivi mensuel et a donné à Tyler des infos sur des groupes de parole dédiés aux sportifs ayant pris des produits dopants. Sur le chemin du retour, personne n'a décroché un mot, sauf Tyler qui reniflait par moments à l'arrière. La première séance de thérapie familiale a eu lieu la semaine suivante, dans un cabinet coincé entre un salon de manucure et une pizzeria. La salle d'attente était couverte de tableaux de paysages clichés et de magazines que personne ne voulait ouvrir. Quand la thérapeute nous a appelés, on est tous entrés dans son bureau et chacun s'est installé aussi loin que possible des autres. Tyler a choisi la chaise dans le coin, mes parents se sont mis chacun à une extrémité du canapé et j'ai opté pour l'autre chaise, près de la porte. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années avec des cheveux bruns courts et des lunettes, s'est présentée, puis a expliqué qu'elle était là pour nous aider à parler franchement et à retrouver de la confiance. Sa voix posée laissait deviner qu'elle avait déjà entendu bien des histoires compliquées. Elle a demandé à chacun de raconter les choses de son point de vue. Tyler a commencé. Manifestement, il avait pesé chaque mot à l'avance. Il a reconnu qu'il m'avait fait du mal volontairement, que les stéroïdes le rendaient agressif, mais qu'il avait surtout choisi de s'en prendre à moi, parce qu'il savait qu'avec nos parents, il ne risquait pas grand-chose. Ma mère a laissé échapper un tout petit bruit, comme pour intervenir, mais la thérapeute lui a lancé un regard qui l'a fait se taire aussitôt. Quand mon tour est venu, j'ai tout déballé. Chaque blessure, la chute provoquée qui m'a déchiré le genou, le coup d'épaule contre le poteau, le ballon lancé en pleine figure, les tacles alors que je n'avais même pas le ballon, toutes les fois où j'ai supplié d'arrêter de jouer avec Tyler, toutes les fois où mes parents ont balayé la douleur d'un revers de main en m'ordonnant de me montrer plus fort. Ma voix s'est brisée quand j'ai expliqué à quel point je me sentais seul, abandonné même par ma propre famille, qui refusait de me protéger de mon frère. Il a fallu que je prenne sur moi, que je m'arrête plusieurs fois pour pouvoir tout raconter. Ma mère a pleuré presque toute la séance, répétant sans cesse qu'elle était désolée et qu'elle aurait dû m'écouter. La thérapeute a patienté que ma mère finisse avant de lui expliquer calmement qu'une excuse ne vaut rien si elle ne s'accompagne pas de changements réels, pas juste de belles paroles. Elle lui a demandé alors, sans détour, ce qu'elle comptait modifier concrètement. Ma mère, mal à l'aise, a juré qu'elle m'écouterait désormais davantage, qu'elle prendrait mes angoisses au sérieux, mais elle n'a pas réussi à donner le moindre exemple précis. La thérapeute a griffonné quelques mots dans son carnet. Mon père, lui, est resté fermé tout au long de la séance, campé sur ses positions. D'après lui, il voulait juste me préparer à la vraie vie, à la compétition, et il feignait de ne pas savoir que Tyler me faisait du mal volontairement. Pour lui, c'était simplement des chamailleries entre frères. La thérapeute ne l'a pas laissé s'en sortir aussi facilement et l'a mis face à ses responsabilités. Elle lui a lancé « Combien de bleus, combien de blessures avais-je dû avoir avant qu'il commence à se poser des questions ?» Il en a rougi et a fini par répondre qu'il faisait confiance à Tyler, qui lui répétait que tout était accidentel. Là-dessus, elle l'a poussé plus loin. Était-ce vraiment de la confiance ? Ou préférait-il croire Tyler parce qu'admettre la réalité reviendrait à reconnaître qu'il n'avait pas su protéger son petit ? Il est resté muet, incapable de répondre. Alors, la thérapeute a dépeint sans détour la dynamique familiale. Chez nous, il était plus important que Tyler réussisse et ait un bel avenir que de veiller à ma sécurité. Elle a dit que ce favoritisme créait une ambiance où Tyler se sentait tous les droits, pendant que moi, on ne m'écoutait jamais. Mes parents ont, sans s'en rendre compte ou presque, perpétué cette injustice en rejetant systématiquement ce que je vivais. Elle a employé le mot « complaisance » et ma mère a sursauté comme si ça la giflait. Détail après détail, la thérapeute a expliqué que la violence de Tyler, tout comme sa consommation de stéroïdes, n'était pas tombée du ciel. On avait tout laissé faire, toujours une bonne excuse,
toujours un regard ailleurs. En fin de séance, elle nous a donné des devoirs à tous. Mes parents devaient de coucher sur papier les fois où ils avaient minimisé ce que je traversais et réfléchir à leur raison d'avoir préféré croire Tyler plutôt que moi. Tyler, lui, devait chercher au fond de lui pourquoi il s'était autant acharné contre moi, ce qui se cachait vraiment derrière sa colère et ses excès. Quant à moi, rien à faire. C'était étrange, mais quelque part logique. J'étais la victime dans tout ça. La thérapeute a fixé un autre rendez-vous, glissant que tout cela n'était qu'un tout début, que la route serait longue et n'irait pas sans douleur, car il faudrait creuser sous des années de non-dits, de dysfonctionnement. Sur le chemin du retour, personne n'a ouvert la bouche. Quelques jours plus tard, Tyler s'est pointé à ma porte. J'étais plongé dans mes devoirs, pas franchement disposé à entendre ce qu'il avait à dire, mais il a insisté. J'ai ouvert, sans un mot. Il a demandé « On peut parler ?» J'étais sur la défensive, mais je lui ai laissé une chance. Il s'est installé sur ma chaise de bureau, moi assis sur le lit, bras croisés, en attendant la suite. Il a frotté ses mains sur son jean, les yeux au sol, longuement silencieux, puis s'est lancé. J'ai beaucoup repensé à ce qu'a dit la thérapeute. Il y a un truc que je comprends, maintenant, même si avant, je me le cachais, a-t-il soufflé. Il a levé les yeux, rouge d'avoir pleuré. J'étais jaloux de toi, parce que tu n'avais pas toute la pression que moi, parce que nos parents voulaient que je sois parfait, que je ramène des trophées, que je sois la fierté de la famille grâce au foot, avec des bourses d'études à la clé. Toi, tu avais le droit d'être juste un gamin. On t'imposait rien, et je t'en voulais de pouvoir profiter du sport alors que j'étouffais sous leurs attentes. Je le fixais impassible, toujours les bras croisés. Je n'avais aucune envie de plaindre son sort. Il a continué, la voix brisée. Te faire du mal, ça me donnait l'illusion que je reprenais la main, alors qu'en fait j'étais complètement dépassé. Les stéroïdes m'ont rendu agressif, mais la méchanceté c'était mon choix. À chaque fois que je te frappais, te donnais des coups, ou taclais trop fort, je savais exactement ce que je faisais. Il a ajouté, la gorge serrée, « Je regrette de t'avoir fait peur, d'avoir été ce genre de frère. » Une larme a coulé sur sa joue. En le voyant pleurer, j'ai ressenti un drôle de mélange, de la colère et de la tristesse. J'ai failli lui dire que ce n'était pas grave, mais l'autre partie de moi, la plus forte, se rappelait chaque bleu, chaque geste de recul quand il approchait, chaque week-end à redouter qu'on ait de l'entraînement. Alors je lui ai lancé « Et pourquoi t'as pas juste arrêté le foot si tu supportais plus cette pression ?» Tyler a essuyé ses joues, gêné, j'y ai pensé, surtout l'année dernière quand les recruteurs sont venus. Mais j'avais trop peur de décevoir papa, de perdre ma place d'athlète dans la famille. Tout le monde me voyait comme Tyler la star du foot, les profs, les copains, la famille. Sans ça, je savais plus qui j'étais. Prendre des stéroïdes, c'était plus facile qu'admettre que je craquais sous la pression. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis je suis resté là sans rien dire, le regardant se ratatiner sur ma chaise, les épaules basses. Je lui ai dit bien distinctement « Je te pardonne pas ». Je voulais qu'il comprenne que je ne faisais pas semblant. C'est bien que tu sois enfin honnête, mais tes excuses n'effacent pas tout, ni les mois de souffrance, ni la peur. Ça ne change rien aux bleus avec lesquels j'allais au collège, ni au week-end où je flippais à l'idée d'aller m'entraîner. Pour me refaire confiance, il faudra autre chose, du concret, pas seulement des mots ou des larmes. Tyler a hoché la tête. Je comprends. Je m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je sais très bien que je l'ai pas mérité. Il a promis de faire tout ce qu'il faudrait pour réparer, même accepter les conséquences sans broncher et de me prouver par ses actes qu'il était en train de changer. Il s'est levé pour partir, s'est arrêté sur le pas de la porte, cherchant à dire quelque chose, mais au final, il a préféré filer sans rien ajouter. Une fois seul, je suis resté assis sur mon lit, vidé, sans savoir quoi penser. Les 2 semaines suivantes, Tyler a mis un point d'honneur à m'éviter, ce qui m'allait parfaitement. On se croisait à la maison, il hochait la tête, mais n'a plus essayé d'engager la conversation. Je voyais bien qu'il avait envie de me parler davantage, mais il a respecté la distance dont j'avais besoin. À la maison, nos parents pesaient chacun de leurs mots avec nous deux, et l'atmosphère restait perpétuellement tendue. Lors de notre 3e séance de thérapie familiale, la thérapeute a entamé la discussion en nous demandant si quelque chose avait évolué depuis la dernière fois. Ma mère a tout de suite pris la parole, débitant ses phrases à toute vitesse, comme si elle récitait un texte qu'elle avait appris par cœur. Elle a admis qu'elle trouvait toujours de bonnes excuses à Tyler, fière de ses succès sportifs et refusant de voir ses défauts. Même lorsque je souffrais, elle préférait croire à des accidents, car accepter la réalité revenait à reconnaître que son fils préféré pouvait blesser son petit frère volontairement. La thérapeute lui a demandé pourquoi elle attachait autant d'importance à la réussite de Tyler et, la voix brisée, ma mère a expliqué qu'elle voulait que notre famille donne l'image parfaite, celle d'un véritable modèle pour les autres. Être la mère du champion, c'était sa fierté, mais elle avait fini par fermer les yeux sur tout le reste.
Quand elle m'a regardé en disant cela, j'ai vu qu'elle était sincère. Mais ça m'a fait mal d'apprendre qu'elle avait si longtemps fait passer la réputation de Tyler avant ma propre sécurité. Mon père, lui, peinait à reconnaître ses torts. Croisant les bras, la mâchoire serrée, il répétait sans cesse qu'il ne voyait dans tout ça qu'une rivalité normale entre frères. La thérapeute l'a alors confronté sur les blessures que j'avais subies. Elle lui a demandé comment il pouvait penser qu'un ballon lancé en pleine tête, à bout portant, relevait de l'accident. Elle a insisté. Combien de fois un enfant doit-il rentrer couvert de bleu pour qu'un parent se pose enfin des questions? Mon père est devenu écarlate. Il a bredouillé qu'il se fiait aux explications de Tyler, mais la thérapeute l'a coupé net. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la facilité. Reconnaître la vérité, c'est avouer que vous n'avez pas su protéger votre fils cadet. Un silence pesant est tombé. Mon père a finalement décroisé les bras, posé les mains sur ses genoux et baissé les yeux. À voix basse, il a reconnu avoir mis trop de pression sur Tyler pour les bourses sportives et avoir négligé mes blessures, tout absorbé par la carrière sportive de Tyler et l'avenir financier de la famille. Dire ces mots semblait lui coûter. Il a fini par admettre que, honteux, il avait privilégié les exploits de son aîné à ma sécurité. L'entendre enfin le reconnaître m'a soulagé, mais j'avais du mal à accepter qu'il ait fallu une thérapeute pour lui ouvrir les yeux. La thérapeute en a profité pour instaurer de nouvelles règles familiales qu'elle a notées en grand sur un bloc pour que tout le monde les voie. Plus aucun entraînement de foot entre Tyler et moi. Réunion familiale tous les dimanches soirs pour discuter des soucis avant qu'ils ne dégénèrent. Engagement solennel de mes parents à m'écouter sérieusement dès qu'un problème se posait, sans systématiquement prendre le parti de Tyler ou minimiser mes inquiétudes. Elle a fait répéter ses engagements à mes parents, puis à Tyler et à moi. Voir tout ça écrit noir sur blanc, comme pour des enfants, avait un côté étrange, mais ça me rassurait presque. 2 mois ont passé, toute la famille suivait la thérapie chaque semaine et tout le monde respectait les nouvelles règles. Tyler avait commencé un accompagnement pour sa dépendance et voyait régulièrement un endocrinologue. De mon côté, j'avais rejoint l'équipe débutante du lycée et mes parents assistaient chaque fois à mes matchs pour m'encourager, cette fois sans me comparer à Tyler. L'ambiance à la maison avait changé, c'était parfois maladroit, mais indéniablement plus sain. Un après-midi, Tyler est rentré de l'école, a filé dans sa chambre sans un mot et s'est enfermé. Ma mère lui a proposé un goûter, refus net. 1 heure plus tard, mon père est rentré du travail et a toqué à sa porte. Depuis ma chambre, en train de faire mes devoirs, j'entendais des voix, celle de Tyler étouffée et bouleversée. Mon père est ressorti, a appelé ma mère, puis ils sont tous deux entrés dans la chambre de Tyler, refermant la porte derrière eux. J'ai entendu ma mère pousser un cri de surprise, puis plus rien. Ils sont restés enfermés un bon moment. Quand Tyler a fini par sortir pour dîner, ses yeux rouges et gonflés trahissèrent ses larmes. Il s'est installé à table, entouré de nos parents. Mon père a expliqué qu'une notification officielle de l'académie venait de tomber. Tyler était exclu de toute compétition sportive au lycée en raison de son usage de stéroïdes, et aucun recruteur universitaire n'aurait le droit de venir l'observer, même si par miracle l'équipe le reprenait, ce qui n'arriverait de toute façon pas. Tous les espoirs de bourse sportive qu'il poursuivait depuis la seconde venaient de s'envoler d'un coup. Ma mère lui a pris la main. Je ne savais pas quoi dire. J'ai mangé en silence. Tyler a passé la journée du lendemain enfermé dans sa chambre. Je l'entendais bouger, cogner contre le mur par moments, mais la plupart du temps, c'était le silence qui régnait. Mes parents lui ont laissé de l'espace, même si ma mère passait devant sa porte avec l'envie visible d'aller le voir. Le lendemain matin, Tyler est sorti de sa chambre et s'est assis avec nos parents autour de la table de la cuisine. Je prenais mon petit déjeuner, prêt à partir au lycée. Il leur a dit qu'il acceptait les conséquences de ses actes, d'une voix calme, ni révoltée, ni accablée de larmes. Il a ajouté que c'était peut-être un mal pour un bien, qu'il allait enfin pouvoir réfléchir à qui il était vraiment, au-delà du foot. Il a expliqué que cela faisait tellement longtemps qu'il était Tyler le footballeur qu'il avait oublié qu'il pouvait aussi exceller dans d'autres domaines ou s'intéresser à autre chose. Mon père lui a demandé ce qu'il entendait par là, et Tyler a répondu qu'il envisageait d'étudier la médecine du sport ou la kinésithérapie pour aider d'autres sportifs à préserver leur santé, au lieu de se détruire comme lui l'avait fait. Ma mère, émue, s'est remise à pleurer, mais cette fois en souriant. Elle lui a assuré qu'elle était fière de lui, fière qu'il assume ses responsabilités et qu'il envisage enfin les choses différemment. Mon père a acquiescé, ajoutant qu'il l'aiderait à se renseigner sur d'autres filières universitaires, comme les bourses scolaires ou les parcours par les IUT. C'était la première fois que je les voyais tous soutenir Tyler pour un projet qui n'avait rien à voir avec le sport, et sur le visage de mon frère, j'ai vu poindre un vrai soulagement. Ce week-end-là,
Mes parents se sont installés autour de la table de la cuisine avec Tyler, l'ordinateur portable ouvert et une petite montagne de brochures récupérées au centre d'orientation. Ma mère s'est connectée sur le site d'un IUT pour discuter des différentes filières, pendant que mon père, carnet à la main, notait scrupuleusement les frais d'inscription et les conditions d'admission. Tyler s'est mis à parcourir les descriptifs des formations d'infirmiers et de kiné. J'étais assis au comptoir à faire mes devoirs, mais je suivais malgré moi leurs échanges sur les passerelles vers les universités et sur les économies que Tyler pourrait faire en restant à la maison pendant 2 ans. Mon père faisait des calculs sur son téléphone, tandis que ma mère enregistrait dans ses favoris toutes les pages d'aide financière sans conditions sportives. Tyler posait plein de questions sur les dates limites et les matières à avoir validées. Et pour la première fois, sa voix me semblait plus curieuse qu'anxieuse. Il n'y avait plus cette tension habituelle autour de son avenir. Ma mère a imprimé toute une liste de démarches à faire et mon père a proposé qu'on visite 3 établissements dans les environs le mois suivant pour découvrir les campus et discuter avec les conseillers. Tyler les a remerciés puis il a emporté les papiers dans sa chambre pour tout lire tranquillement. Le lundi suivant, il est rentré du lycée avec un dossier récupéré chez le conseiller d'orientation. L'école lui demandait de suivre un accompagnement hebdomadaire sur la gestion des addictions à ajouter à nos séances de thérapie familiale. Il a signé les papiers sans broncher et ma mère lui a tout de suite pris son premier rendez-vous pour le jeudi. Ce jour-là, Tyler a pris la voiture en direction du cabinet, à l'autre bout de la ville, et il est resté absent plus d'1 heure. En rentrant, il était moins bavard que d'habitude, mais pas contrarié, juste plongé dans ses pensées. Le soir, à table, il a expliqué que le conseiller l'aidait à mettre le doigt sur la pression qu'il avait ressentie et à comprendre pourquoi, à ce moment-là, les stéroïdes lui avaient semblé une solution, même si ça n'avait fait qu'empirer les choses. Les semaines suivantes, il a continué ses rendez-vous du jeudi après les cours. Petit à petit, il se mettait à parler plus librement de ce qu'il apprenait, racontant comment on lui montrait d'autres manières de gérer le stress et les attentes. Un soir, il m'a confié. Le conseiller m'a expliqué que beaucoup de jeunes sportifs ressentent ces pressions, et que demander de l'aide, c'est en fait beaucoup plus courageux que de croire qu'on peut tout encaisser seul. 3 mois après le début de tout ça, mon poignet s'était vraiment remis. Je pouvais à nouveau le plier et prendre appui sans ressentir de gêne. Les sélections pour l'équipe de foot débutant approchaient. J'ai décidé de tenter ma chance. Les essais ont duré 3 jours avec exercices et petits matchs pour que les entraîneurs jugent le niveau de chacun. J'étais stressé au début, mais dès que j'ai posé le pied sur le terrain, j'ai retrouvé le plaisir de jouer, cette sensation d'insouciance que j'avais avant d'avoir peur de me blesser. J'ai réussi de bonnes passes, intercepté quelques ballons et même marqué un but pendant un match d'entraînement. À la fin de la 3e journée, le coach a affiché la liste. Mon nom y était, j'étais pris dans l'équipe. Mon premier match officiel s'est joué un samedi matin, face à une équipe d'un autre quartier. Mes parents étaient là, installés sur leur fauteuil pliant, glacière aux pieds. Quand j'ai marqué en seconde mi-temps, ma mère s'est levée en criant. Mon père applaudissait en m'appelant. Personne n'a fait de comparaison avec Tyler, ni remis en cause mes choix sur le terrain. Ils étaient juste fiers de moi, pour ce que j'étais. Tyler a commencé à venir à mes matchs. Il s'asseyait à côté de mes parents et encourageait toute l'équipe chaque fois qu'on faisait une belle action. La première fois que je l'ai vu dans les tribunes, j'ai eu un moment de doute. J'avais peur qu'il critique ou qu'il me dise ce que j'aurais dû faire. Mais non, il m'a applaudi comme les autres. Et après le match, il m'a dit « Tu as bien joué, tu t'amuses avec l'équipe ?» Il ne ramenait jamais la discussion à lui. Ne cherchez pas à m'expliquer comment lui aurait fait. Il était juste là pour me soutenir. Au fil des matchs, j'étais content de le retrouver dans les tribunes, et ça m'a vite semblé naturel. Un jour, il a même apporté des bouteilles d'eau pour tout le monde et aidé l'entraîneur à porter le matériel jusqu'à la voiture. Mes coéquipiers trouvaient ça génial que mon grand frère nous accompagne. En thérapie familiale, la thérapeute nous a demandé de faire le point sur nos progrès. Ma mère a dit « Je suis fier de la manière dont Tyler gère ses rendez-vous et ses recherches d'orientation. » Mon père a ajouté « J'apprécie que tu aies voulu redonner sa chance au foot et que tu aies trouvé ta place dans l'équipe. » Tyler a confié qu'il se sentait moins sous pression maintenant qu'il ne cherchait plus à tout réussir. J'ai expliqué que l'ambiance à la maison s'était améliorée, même si j'apprenais encore à refaire confiance. La thérapeute a approuvé et nous a rappelé qu'on avait déjà bien avancé en quelques mois, mais qu'accepter les difficultés était essentiel, et que le vrai changement demande du temps, des efforts réguliers sur la durée, pas juste quelques semaines à redoubler d'efforts. Elle a souligné « Vous avez de solides bases, maintenant il faut continuer à travailler chaque semaine. » Mes parents étaient d'accord et ont certifié qu'on poursuivrait la thérapie autant que nécessaire. Tyler aussi a donné son accord. La thérapeute a fixé le prochain rendez-vous et nous a confié des petits exercices de communication à essayer en famille. De leur côté, mes parents se sont mis à nous traiter, Tyler et moi, avec plus d'équité,
à travers des gestes simples, mais précieux. Ma mère m'a accompagné sur un exposé d'histoire. On a passé la soirée à rechercher des infos sur la Seconde Guerre mondiale et à organiser ma présentation. Mon père, un samedi après-midi, m'a appris à changer un pneu dans l'allée de la maison. Il m'a montré comment placer le cric, débloquer les écrous, puis il m'a laissé faire la plupart du travail, n'intervenant que pour me guider ou répondre à mes questions. Au dîner, il me demandait comment s'était passée ma journée, ce que j'avais appris en cours, et plus seulement comment allait Tyler ou s'il avait des rendez-vous. Ma mère est même venue à la réunion parents-prof au collège. Elle a rencontré mes enseignants, leur a demandé mon ressenti et ce sur quoi je devais progresser. Mon père m'a emmené choisir de nouveaux crampons de foot et pour une fois, il m'a laissé prendre ceux qui me plaisaient au lieu de m'imposer ses goûts. Ce sont sans doute des petits gestes, mais ça m'a fait prendre conscience que mes parents me voyaient vraiment, moi, comme une personne à part entière, pas seulement comme le petit frère de Tyler. De son côté, Tyler s'est trouvé un job dans un magasin de sport au centre commercial. Il bossait 3 après-midi par semaine et tous les samedis, conseillait les clients, remettait les rayons en ordre. Dès qu'il a touché son premier salaire, il l'a déposé sur un compte épargne qu'il avait ouvert pour payer ses études. Il m'a montré fièrement le montant sur son portable et m'a expliqué « J'essaie de mettre ce que je peux de côté chaque mois ». Un soir, pendant le dîner, il nous a raconté qu'il s'était renseigné sur les études de médecine du sport et de kiné et que l'idée d'aider les sportifs à rester en forme, à éviter les blessures, plutôt que de se pousser trop loin comme lui plaisait bien. Mon père lui a posé plein de questions sur les formations à suivre et ma mère est allée vérifier les salaires, histoire de lui prouver qu'il pourrait très bien gagner sa vie dans ce domaine. Pour la première fois, Tyler semblait enthousiaste à l'idée d'un avenir qui ne tournerait pas uniquement autour du foot pro. Il disait « Peut-être que ce que j'ai vécu avec les stéroïdes et les blessures me donnera un vrai atout pour comprendre les sportifs et devenir un jour un meilleur thérapeute ou entraîneur. » 4 mois après l'épisode de l'hôpital, Tyler avait un nouveau rendez-vous chez l'endocrino. Mes parents l'ont accompagné, moi je suis resté à la maison pour bosser mes devoirs. À leur retour, ma mère affichait un sourire radieux et mon père, l'air soulagé. Tyler nous a expliqué que ses dernières analyses montraient que ses hormones commençaient à revenir à la normale. Le médecin avait dit que, vu son âge, il y avait toutes les chances pour que son corps récupère complètement, même s'il faudrait continuer les bilans pendant encore 1 an, juste pour surveiller que tout restait bien stable. Il avait aussi mis en garde. Certains ados qui prenaient des stéroïdes gardèrent des séquelles à vie, mais là, les nouvelles étaient vraiment encourageantes. Après ça, Tyler avait l'air libéré, comme si un poids énorme lui était tombé des épaules. Ce soir-là, il a même rigolé avec moi devant l'émission qu'on regardait ensemble, chose qu'il ne s'était pas autorisé depuis plus d'1 an. De mon côté, je venais d'intégrer une petite ligue de foot du dimanche après-midi, qui jouait sur différents terrains à travers la ville. Là, je ne croisais jamais personne de mon école. Personne ne savait ni pour Tyler, ni pour notre histoire familiale. Ça faisait du bien d'être juste un joueur, sans étiquette, sans se passer à porter constamment. Je me suis fait des copains dans mon équipe, et certains m'ont proposé de traîner ensemble après les matchs. On allait prendre une pizza, ou on se retrouvait chez l'un d'eux pour une partie de console. Il m'appréciait pour ce que j'étais, pas pour mon frère ou d'anciennes histoires. J'ai planté 3 buts pendant le premier mois et l'entraîneur m'a dit que j'avais du flair sur le terrain. Jouer recommençait à être un vrai plaisir, au lieu de ce rappel constant de mes blessures. Parfois, après le dîner, Tyler venait me demander si je voulais faire une partie de notre jeu de course préféré ou tester une nouveauté qu'il venait de télécharger. Au début, j'étais un peu méfiant, mais Tyler veillait à ne rien imposer, à ne pas transformer ces moments en compétition toxique. C'était moi qui choisissais le jeu, et il ne faisait pas de scène si je gagnais. Si je disais que j'étais crevé ou que je voulais arrêter, il répondait juste « d'accord » et retournait dans sa chambre sans insister ni me faire culpabiliser. On jouait une petite heure, parfois on parlait un peu école ou boulot, parfois on se concentrait juste sur la partie. Petit à petit, on reconstruisait un lien qui était à terre, avançant chacun à notre rythme vers une relation de vrais frères, au lieu de rester à distance. J'étais vraiment touché que Tyler respecte mes limites, qu'il me laisse choisir notre temps ensemble. Par son attitude, il prouvait qu'il était en train de changer, qu'il ne se contentait pas de balancer des excuses en attendant que tout redevienne comme avant. Quelques semaines plus tard, Thanksgiving approchait et ma mère s'est mise à préparer le repas comme à son habitude. Cette fois, elle nous a demandé à Tyler et moi ce qu'on voulait comme accompagnement, sans s'imaginer que les préférences de Tyler valaient pour tout le monde. Mon père s'est mis à l'aider pour la dinde, pendant que Tyler et moi dressions la table tranquillement, dans une atmosphère bien plus apaisée qu'autrefois, où la moindre pièce semblait électrique. Une fois installé, ma mère a lancé l'idée qu'on partage chacun une chose pour laquelle on était reconnaissant. Mon père a pris la parole le premier, disant qu'il était reconnaissant de nous voir tous ensemble, soudés et décidés à aller de l'avant.
Ma mère a poursuivi, exprimant sa gratitude pour les secondes chances et la chance d'avoir 2 fils capables de se pardonner. Tyler a dit qu'il était reconnaissant d'avoir retrouvé la santé et de pouvoir enfin découvrir qui il était en dehors du foot. Quand mon tour est venu, j'ai dit que j'étais content de voir notre famille honnête les uns envers les autres, même si, pour en arriver là, il avait fallu passer par une sacrée crise. Personne n'a protesté ni essayé d'arrondir les angles, et on a poursuivi le dîner à discuter simplement du quotidien, de l'école, du boulot, du match qui passait à la télé. C'était notre premier Thanksgiving depuis des années où tout ne tournait pas autour des espoirs placés dans Tyler, de ses stats ou des universités prêtes à le recruter. On était juste une famille normale, sans la pression permanente liée à sa carrière. 6 mois après le fameux jour à l'hôpital, un soir, mes parents sont venus frapper à la porte de ma chambre pour savoir s'ils pouvaient me parler en privé. Tout de suite, j'ai eu l'estomac noué, redoutant une mauvaise nouvelle, mais ils avaient l'air surtout graves et déterminés. On s'est retrouvés au salon, eux posés sur le canapé, moi dans le fauteuil d'en face. Mon père a commencé, expliquant qu'ils avaient beaucoup réfléchi à ce que la thérapeute avait dit, à leur part de responsabilité aussi dans ce que j'avais vécu. Ma mère a repris, disant qu'il tenait à me présenter de vraies excuses, pas juste un désolé balancé à la va-vite comme avant. Elle m'a expliqué qu'en tant que parent, ils m'avaient manqué, qu'ils avaient minimisé mes douleurs et qu'ils ne m'avaient pas suffisamment protégé de Tyler. Mon père a reconnu qu'ils avaient mis la réussite de Tyler au premier plan, au détriment de ma sécurité, parce qu'il s'était laissé emporter par ses succès et l'idée des bourses d'études. Il m'a expliqué que voir Tyler exceller au foot les remplissait de fierté et leur donnait l'impression d'être de bons parents, à tel point qu'ils avaient en fini par perdre de vue la réalité. La voix de ma mère s'est brisée quand elle a avoué qu'ils auraient dû me croire dès la première fois où j'avais dit que Tyler me faisait vraiment du mal, et qu'ils regrettaient toutes ces fois où il m'avait simplement dit de m'endurcir au lieu de m'écouter. Mon père a alors promis qu'à partir de maintenant, il ferait des efforts chaque jour et qu'il me montrerait que nous comptions autant l'un que l'autre à leurs yeux. Je suis resté silencieux quelques instants, le temps d'encaisser tout ça, puis j'ai répondu que j'appréciais leurs excuses, mais que j'avais encore du mal à digérer ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué qu'il me faudrait du temps pour leur refaire vraiment confiance, parce qu'ils m'avaient trop souvent donné l'impression que mes sentiments passaient après les succès de Tyler. Mais j'ai reconnu aussi que je voyais bien qu'ils essayaient sincèrement de changer, pas juste en paroles, mais aussi dans leur façon de me traiter. Ils ont hoché la tête et ma mère a ajouté qu'elle comprenait, qu'ils continueraient à me prouver par leurs actes que j'étais aussi important que Tyler. Mon père a ajouté que, désormais, ma voix compterait toujours dans la famille et que si jamais je me sentais à nouveau mis de côté ou ignoré, je devrais leur en parler tout de suite. Ils avaient l'air vraiment soulagés quand j'ai dit « d'accord », comme s'ils avaient eu peur que je refuse tout en bloc. Rien n'est parfait. Il y a encore des jours compliqués où les vieux réflexes reprennent le dessus. Parfois, mon père reste focalisé sur la réussite, ou ma mère trouve des excuses alors qu'elle ne devrait pas. Mais petit à petit, on avance, entre les rendez-vous chez le psy et la vie à la maison, pour reconstruire quelque chose de plus sain qu'avant. Tyler va chaque semaine sans rechigner à ses rendez-vous de suivi, ses taux d'hormones sont pratiquement redevenus normaux, il a été accepté en IUT pour la rentrée prochaine et il a vraiment l'air heureux à l'idée de se lancer dans la médecine du sport. Mes parents s'intéressent vraiment à mes matchs ou à mon travail à l'école, pas parce qu'ils s'y sentent obligés, mais parce qu'ils veulent vraiment savoir ce que je vis. Ils viennent m'encourager lors de mes matchs sans jamais comparer mes résultats à ceux de Tyler. Tyler, d'ailleurs, vient s'asseoir à leur côté dans les gradins et célèbre mes buts. Et parfois, on sort tous ensemble après le match pour dîner. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait et il me le montre tous les jours à travers de petites attentions, prouvant qu'il a vraiment changé. Petit à petit, mes parents apprennent à nous écouter quand l'un de nous a besoin de parler, et ils essaient de nous traiter de façon juste, sans privilégier l'un plus que l'autre. Pour la première fois depuis des années, je me sens enfin à ma place dans ma propre famille, reconnu et en sécurité, et même si le chemin est encore long, on avance ensemble dans la bonne direction.